Aujourd'hui, on va parler de sommeil. Avoir des problèmes de sommeil, ça influence ta sécrétion d'hormones de croissance. Avoir une mélatonine tronquée, ça influence ton hormone de croissance. On pourrait faire une sieste à midi, à 18h et dormir 2 heures en pleine nuit et ça pourrait suffire à certains. Est-ce que tu es déjà retourné des heures et des heures dans ton lit avec des pensées parasites? Tu continues à faire tes mouvements de lecture, mais ton cerveau n'intègre plus ce qui se passe parce que tu es déjà en préparation du sommeil. Aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur d'interviewer le docteur Desrousseaux et donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de sommeil et comment améliorer et optimiser son sommeil. Et aussi, donc, on va explorer toutes les questions autour du sommeil. Donc, je commence ce podcast avec une introduction où je vais parler déjà de mon vécu. Donc, j'étais quelqu'un qui avait d'énormes problèmes de sommeil par le passé, qui avait des terreurs nocturnes où je me déplaçais pendant la nuit. J'ai eu un retard de croissance à cause du manque de sommeil. J'avais des grosses difficultés à m'endormir. Et donc, voilà, le sommeil a toujours été un gros problème pour moi et j'ai pu le régler. Et donc aujourd'hui, on va en discuter donc, avec le docteur Desrousseaux, justement de, voilà, si comme moi, vous avez des problèmes de sommeil ou vous en avez eu, eh bien, on est là justement pour en parler et pour aussi donner des solutions clés en main pour s'en sortir et pouvoir vous aussi à nouveau bénéficier d'un bon sommeil par la suite. En fait, il faut attendre le marchand de sable. Et en fait, le marchand de sable, c'est le creux d'un cycle de vigilance. Et lorsqu'on a un creux de cycle de vigilance, en fait, on a les signaux de l'éveil dans le cerveau qui sont diminués. Ok. Donc, on a une sorte de petite somnolence. Oui, par exemple, moi je sais que je vais lire un livre et tout d'un coup, j'arrive plus à lire. Ou maintenant je me rends compte, je suis en train de travailler et tout d'un coup, je vais avoir envie de scroller, de faire autre chose, de faire un truc qui Voilà. Baisse de baisse de concentration, concentration. difficulté à rester sur une tâche. Tout ça, c'est des signes de creux Donc c'est normal. d'éveil. C'est normal. C'est normal. Tu as moins de noradrénaline, tu as moins de dopamine tout d'un coup qui circule. Et donc, du coup, tu as moins d'attention. Et c'est cyclique. Alors, pour lutter contre ça, tu peux artificiellement essayer de faire monter cette noradrénaline ou cette dopamine. Si quelqu'un Te crie t'annonce, dessus. oui, te fait peur, tu vas réveiller ton signe de vigilance, tes signes de vigilance. Et du coup, tu vas repartir dans un cycle d'éveil. C'est pas bon pour aller dormir. Et donc, ces cycles de vigilance, comme là, maintenant, Ouais, là, en fait, écoute. ils arrivent à peu près toutes les 90 minutes. Avec des variations, bien sûr. Hein. Je t'ai dit qu'on était capable de pouvoir sauter un cycle, etc. Et en fait, le secret de Bonne Nuit les Petits, c'est d'anticiper cette vigilance qui va baisser, d'aller au lit à ce moment-là, de se faire son petit rituel pré-sommeil. Et on tombera beaucoup plus facilement dans un sommeil en début de cycle. Et qu'est-ce que ça veut dire en début de cycle? Ça veut dire que notre premier cycle de sommeil sera complet, va durer longtemps. Et c'est dans les 2 premiers cycles de sommeil que je crois que c'est 75% de l'hormone de croissance nocturne qui est sécrétée. Les 2 premiers cycles de sommeil représentent en fait la plupart de ton sommeil profond. En fin de nuit, on va beaucoup plus avoir du sommeil paradoxal. C'est pour ça que souvent on rêve beaucoup avant de se réveiller. Donc, si j'ai bien compris, bien dormir, et ça fait écho à mes expériences, hein, c'est pas du tout le temps, c'est pas 8 heures, 9 heures, 10 heures, 6 heures ou quoi, c'est vraiment combien d'heures de sommeil profond j'ai eu. Oui et non. Le sommeil profond, il va surtout aider à la réparation physique de ton corps, tissulaire, hein, des tissus. Donc là, l'hormone de croissance, elle sert essentiellement à ça, hein, réparer les os, les tissus. On va avoir une sorte de grand nettoyage. Mais les autres parties de la nuit ne sont pas non plus inutiles. Hein. Je ne dis pas que 2 heures de sommeil profond suffisent On a à besoin de sommeil un sommeil complet. paradoxal, peut-être pour traiter nos émotions, Voilà. peut-être pour traiter tout ça. Mais si par exemple tu as peu d'émotions ou tu as géré tes émotions, par exemple si tu médites avant de dormir, tu as moins besoin de sommeil paradoxal. Ah bah ça, c'est à toi de me dire. Il y a pas Ah bon, de... il n'y a pas eu de... Non, j'ai pas trouvé d'études scientifiques solides qui me parlent du fait que on va compenser le sommeil, Ok. le sommeil léger, le sommeil paradoxal par la méditation. Cela dit,
ce serait une piste intéressante à explorer. Bah, j'ai plusieurs anecdotes sur ça. Mhm. Il y a un jour où j'ai voulu arrêter de dormir parce que j'avais vu des connaissances où tu avais quelqu'un qui disait ne pas dormir. En fait, il se mettait dans une caisse pendant la nuit et il méditait. Alors, dans les faits, apparemment, des fois, ils se retrouvaient à dormir un peu assis, mais il méditait toute la nuit. Et donc, j'ai voulu faire cette expérience et donc j'ai médité. Je me suis assis sur mon lit comme ça. La première heure, tu as plein de pensées. Enfin, j'avais plein de pensées. La deuxième heure, j'en avais un peu moins. Et la troisième heure, je me rappelle, quasiment plus de pensées. Plus rien dans le cerveau. Des fois, des trous noirs comme si je disparaissais tout d'un coup. Et par contre, ce qui se passait, c'est que bah, quasiment toute la semaine, ça m'a fait ça pendant cette semaine d'expérience. Je m'adossais au mur ou à un moment j'avais mal au dos, donc je me posais sur le canapé, comment dire, sur mon oreiller, et paf, je me réveillais le lendemain sans avoir eu souvenir de m'être endormi, mais comme si, en fait, j'avais dormi d'un sommeil tellement profond que je me réveillais, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Et ça, j'ai jamais aussi bien dormi presque dans ma vie que lors de cette semaine où je méditais. Bah, j'essayais de méditer et par contre, je me réveillais au bout de 2, 3 heures de sommeil, pas plus. Hein. Je dormais pas beaucoup, mais D'accord. j'étais reposé. Et ça, je l'ai vécu. Donc, après cette expérience, donc j'ai repris un sommeil normal. Par contre, si je rate un cycle ou si je sais que demain, je dois me lever, par exemple, il est 2 heures du matin, je dois me lever à 5 heures du matin, bah, je vais méditer pour justement gagner du temps de sommeil parce que je sais que en méditant, ça va me permettre de singer quelque part le sommeil. Et après, j'ai une autre anecdote aussi. J'avais rencontré comme ça un spécialiste un scientifique scientifique du sport, sur la motricité. Il me disait qu'il était allé en Chine voir des maîtres de médecine chinoise. Et le soir, donc ils sont dans un hôtel, et le soir, lui, il va se coucher. Et avant de se coucher, il dit au revoir au maître chinois, là. Et les gars, en fait, sont assis autour d'une table. Il leur dit, mais vous allez pas dormir? Il leur dit, non, non, nous, on reste, on n'a pas loué de chambre, on reste assis. En fait, on médite et on ne dort pas. Mhm. Et donc, il serait sans doute possible qu'on n'aurait pas forcément besoin de dormir, mais simplement méditer. Est-ce que ça pourrait fonctionner? Bah, moi, tout ce que je sais, c'est que la méditation va aider à avoir un meilleur sommeil, un sommeil de qualité. Et c'est vrai que le travail qui est fait en fin de nuit, c'est un travail assez, surtout émotionnel et mémoristique. Euh, Est-ce que pendant la méditation, on ne peut pas retrouver des mécanismes compensatoires ou similaires, voire les mêmes? C'est une question intéressante à se poser, effectivement. Hmm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méditation aide à l'amélioration du sommeil et aide à l'endormissement. Ouais, ça, je l'ai vécu. Voilà. Ça, j'essaye souvent, si je veux bien dormir, de 10 minutes avant même du cycle, Mhm. de faire une méditation. Et Ouais. généralement, je dors beaucoup mieux. Mhm. Il y a plusieurs techniques comme ça qui vont aider à l'endormissement. Et c'est des techniques en fait de relaxation mentale ou physique. Il y a Les une, deux fonctionnent. il y a une technique, non, dont tu m'avais parlé des soldats américains, c'est pas ça? Ah, je sais qu'on apprend aux forces spéciales à maîtriser leur sommeil. Mais après, C'est quoi la technique? je sais juste qu'ils savent, après entraînement, s'endormir sur commande. Mais dans la formation, t'as pas parlé d'une technique? Alors oui, je parle d'une technique dans la C'est formation. laquelle? C'est la formation, c'est plutôt Noguchi. Ah, d'accord. Tu connais? Ah bah oui, c'est moi qui t'en ai parlé. Eh oui, effectivement. Noguchi. Noguchi, c'est quelqu'un qui travaillait tout le temps, quasiment bah, toute sa vie, il a travaillé, sans arrêt, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait jamais, et qui apparemment dormait entre 1h30 et 2 heures par nuit, et il mangeait, alors moi je recommande pas ça, hein, mais il mangeait quasiment un bol de riz avec des pêches fermentées. Et enfin, il s'arrêtait jamais, et lui, dans sa vie, il soignait les gens, en fait, il guérissait les gens. Sa Euh, philosophie, c'est vraiment de dire que le sommeil, c'est c'est adaptatif. C'est-à-dire que l'hiver, on va avoir besoin de sommeil. Si on n'a pas besoin de dormir, bah, ça sert à rien de dormir. Il n'y a pas besoin d'aller se ah forcer. ouais, donc c'est-à-dire que je suis pas fatigué, j'ai pas forcément besoin d'aller dormir. Voilà, si tu es en bonne santé, effectivement, normalement, quand tu n'as pas besoin de dormir, je pense que ça sert à rien d'aller dormir. Donc typiquement, là par exemple, j'ai fait 4 heures de sommeil, je me réveille en pleine forme. Si je me force à dormir, selon lui, ce serait... Selon lui, c'est une aberration. C'est comme manger alors que tu n'as pas faim.
Et selon toi, d'après tes recherches, est-ce que c'est mauvais? Moi, je pense, j'ai l'hypothèse que c'est mauvais pour l'avoir testé, Et pour avoir testé ça à plusieurs reprises. le sommeil est un mécanisme biologique. Ça veut dire qu'il y a des facteurs qui vont pousser vers plus de sommeil et des facteurs qui vont pousser vers moins de sommeil. Ouais. Si toi, tu reçois les informations, ton corps émet des informations qu'il n'a pas besoin de sommeil, mais tu peux aller dormir, mais je ne suis pas sûr que ça va vraiment être significatif comme effet bénéfique. Est-ce que même peut y avoir des effets négatifs, le fait de trop dormir? Est-ce que c'est toxique? Alors, Il me semble que Ray Pitt avait parlé du fait que dormir, en fait, c'est un stress pour le corps. c'est osé. Ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois on dort trop et on a la tête embuée et le réveil est plus difficile. Ouais. Après, c'est peut-être une conséquence hormonale, on a loupé le réveil. En fait, au même titre que l'endormissement est lié à une hormone, la mélatonine, Ouais. le réveil est lié à une autre hormone, qui est son Ok. pendant inverse, c'est les corticoïdes, Ok. glucocorticoïdes. Ah, C'est une hormone d'éveil, Ok. d'accord? Et cette hormone, elle est produite le matin en présence de lumière bleue. Ah oui, donc, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. Je me réveille un matin, j'ai super bien dormi, mais il est 5 heures du matin. Dehors, il fait moins 5 degrés, je sors de ma tente. Je suis avec quelqu'un qui dort jusqu'à 9 heures, donc je dois attendre le 4x4 ou quoi jusqu'à 9 heures. Qu'est-ce que je fais de 5 heures du matin, où il fait super froid, jusqu'à 9 heures? Bah, j'ai rien à faire. Je me remets dans mon duvet et je finis par me rendormir. Et je me réveille tout cassé. Mhm. Ça, c'est parce que j'ai raté. En fait, j'ai eu une montée d'hormones et en fait, je la casse, cette hormone de l'éveil. En fait, ton pic hormonal du matin, il va t'aider à t'éveiller. C'est un vestige de l'évolution. On se réveille, Oui, il faut pic aller de chercher à manger, cortisol. etc. D'ailleurs, c'est Voilà. pour ça que manger directement après le matin, pour la plupart des personnes, c'est pas forcément idéal. Parce que je Ah, il y crois a des... Oui, oui, après, ça effectivement. dépend, on est tous différents. Hein. Voilà, le cortisol, Mm. c'est une hormone de dépense énergétique. Alors que manger Ouais, c'est de la... c'est pour le stockage. Mhm. Donc du coup, quand ton cortisol est haut, il t'aide à agir, il t'aide à faire. C'est aussi les dérivés, hein, les corticoïdes, ça réduit l'inflammation, etc. En fait, c'est des conséquences de cette hormone un peu à tout faire, qui est la mobilisation de l'énergie et son utilisation. Ok. Je te fais peur, je fais remonter ton cortisol, en fait. Ouais. Je te stresse, je fais remonter ton cortisol. Parce que, au départ, quand on est stressé, c'est parce qu'il y a un truc qui nous met en danger. C'est pas parce qu'on va rater un examen. C'est parce que, sans doute, que y a un truc dans la nature qui met notre vie en danger. Alors, le RERD. Dans le RERD. Et Non, mais si tu dans veux... les transports en commun, ça peut, pour beaucoup de gens, ça peut être très Ah, stressant. ça peut être anxiogène. Ça peut être Ah oui, bien anxiogène, sûr. ouais. Donc, si c'est anxiogène, ça fait monter ton cortisol. Et donc, ça mobilise, en fait, tes ressources pour pouvoir fuir et survivre. Donc, pour maigrir, on pourrait se dire, tiens, je vais prendre le RERD. Je ne vois pas pourquoi tu fixes sur le RERD, mais c'est vrai que moi, Parce qu'il y a les une transports en commun réputation. me créent une petite anxiété à cause de la foule et de l'enfermement et du bruit, des odeurs, Donc, du pour se réveiller le mouvement. matin, ça peut être une bonne idée ou pas? C'est stressant. Ok. Ah oui, c'est efficace, mais ça a un coût. Ça a un coût. D'accord. Oui, le stress a un coût. Mais du coup, pour en revenir sur le fait de se réveiller le matin, si je me réveille et que je me rendors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que est-ce que ce serait à éviter? J'ai envie de dire oui. Si tu te réveilles naturellement, c'est que tu as fini ta nuit. Si tu te sens en forme, c'est bête d'aller se recoucher. En fait, Mais qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau hormonal à ce moment-là? C'est-à-dire que je me réveille, j'ai un pic de cortisol, j'ai la mélatonine qui descend. mhm. Si je m'endors à ce moment-là, si je me rendors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Faut imaginer que le sommeil est un équilibre Ouais. bas et l'éveil est un équilibre haut. Ouais. D'accord? Et on ne saute pas de l'un à l'autre comme une marche d'escalier. Oui. C'est un processus Oui. qui est influencé par des neurotransmetteurs et des hormones. Te forcer à te rendormir alors que tu étais en forme, ça fait que dans ton deuxième réveil, tu ne seras pas dans le même état que dans ton premier réveil, puisque le pic de cortisol sera passé. Alors tu vas te réveiller, mais tu auras la tête un peu plus embrumée, parce que tu auras tes signaux d'éveil qui seront moins développés. Je comprends. Ils seront moins présents.
je sais qu'à chaque fois que ça m'arrive, le moyen de m'en sortir, c'est de faire du sport. Oui, ça marche très bien, puisque là, tu vas mettre en branle tout un système d'éveil. Bon, en vrai, la vraie solution, c'est de se réveiller, même s'il est 4 heures du matin, c'est de se réveiller et de faire des choses, quoi. Si tu n'as plus faim et que tu te forces à manger, Oui, mais souvent, on se force parce qu'on se dit, là, il est 4 heures du matin, tout le monde dort, je vais pas me lever. Tu sais, il y a bien des sûr, habitudes, bien sûr. des croyances aussi, de se dire, Et bah à toi de t'écouter hmm. et à faire une activité calme pour pas déranger les autres. Donc, je prends par exemple, mon père, souvent, il me dit, ah, je me suis réveillé à 4 heures du matin, j'arrivais plus à me rendormir. Est-ce qu'il ne devrait pas se lever et vaquer à ses occupations et se rendormir ou faire une petite sieste si il en a besoin dans la journée? Ah bah oui, pourquoi pas, oui. Ça veut dire que si s'est levé tôt, en fait, l'accumulation d'activités dans la journée va peut-être faire en sorte qu'il va être fatigué plus tôt. D'accord? En fait, plus on vieillit, plus notre architecture du sommeil change. D'ailleurs, quand on est enfant, on n'a pas la même Ah architecture bah de oui, sommeil que quand on est adulte et que quand on tu vieillit fais pas plus dormir tard. 5 heures à un bébé, hein. Non, Tu le... effectivement. Et cette architecture de sommeil, elle varie. Elle varie en fonction de l'âge. Lorsqu'on est plus vieux, ben, on ressent moins le besoin de sommeil. Et ben, souvent, ça s'accompagne aussi d'une augmentation des siestes. Parce qu'en fait, notre endurance est plus petite. Donc il faut pas chercher à plus dormir, mais juste faire plus de À sieste. dormir quand on a besoin, quand on ressent le En fait, besoin. en Ouais. fait on est d'accord que la clé, c'est ça, quelque part, c'est de réapprendre à s'écouter. Tout à fait. Hmm. Et c'est comme ça qu'on obtient un bon sommeil. Aussi. Enfin, en partie, hein, Oui, en partie, ça aide. Ce qui est pas facile, hein. Même moi, Non, pour c'est moi qui dur. ai testé plein de trucs, on a quand même les habitudes qui ont la vie dure, hein. Oui, oui, c'est le principe des habitudes. Et du coup, ouais. Ah, bah, ça, je rebondis là-dessus. Voilà, Bertrand Terrolas, pour le citer, un des fondateurs de l'approche Action Type, donc qui Mhm, est une approche où vraiment voilà, il y a vraiment cette recherche. D'ailleurs, c'est un biologiste, hein, de formation, où on va rechercher à s'écouter pour être performant. mhm. Et lui, typiquement, apparemment, souvent, il fait des nuits où il ne fait que travailler. Et il va se coucher vers 5-6 heures du matin. Et effectivement, on pourrait se dire, bah, au niveau du sommeil, c'est pas bon. Mais lui me disait, moi, je travaille très bien la nuit. Et donc, au final, il a sans doute raison. En plus, il n'est pas non plus très jeune. Pourtant, il est en pleine forme parce qu'il s'écoute. Ok. Et je Alors, pense que, je pense- effectivement. je suis pas sûr qu'il arrive à tenir ce rythme toute l'année, puisque Ah non, bien sûr que non. biologiquement, la mélatonine Non, est créée en début de nuit. c'est que de temps en temps. Ok. Ah oui, alors. Ouais. Mais sur le long terme, je pense que ça serait très nocif. Oui, mais si vraiment il s'écoute et qu'il a atteint son quota de sommeil, son besoin de sommeil. Alors, j'ai rien à dire. En fait, c'est ça l'objectif. C'est comment bien dormir. Que ce C'est soit. comment bien dormir. Ouais, et on pourrait très bien se dire qu'on pourrait faire une sieste à midi, à 18 heures, et dormir 2 heures en pleine nuit, et ça pourrait suffire à certains. En fait, Sommeil polyphasique, ça. la formation dont on parlait tout à l'heure est construite pour comprendre les facteurs qui vont influencer le sommeil, comprendre les facteurs, les cofacteurs que nous, on va pouvoir sentir dans la journée, euh, pour comprendre, en fait, à écouter notre corps, pour nous aider à écouter notre corps, mieux vaut comprendre. Si tu comprends ce qui se passe, tu sauras mieux interpréter les signes qui traversent ton corps, et en comprenant ces signes qui traversent ton corps, eh ben, tu peux mieux anticiper tes cycles de vigilance et tes cycles de sommeil, et améliorer donc du coup, euh, l'endormissement, la rapidité pour s'endormir, la qualité du début du sommeil et la qualité de son sommeil tout court. Hmm. Oui, de toute façon, dans la formation, même, il y a une partie où je parle d'alimentation pour comment réduire, enfin, enlever les aliments ou en tout cas réduire leur impact de certains aliments par rapport au sommeil, Mhm. parce que oui, ça joue. Mais effectivement, il y a aussi tout ça, en fait, de comprendre comment le sommeil fonctionne, parce que c'est un peu ça. Aujourd'hui, on est dans un truc où tu vas voir n'importe quelle personne te dire, bah oui, pour bien dormir, coupez les lumières bleues avant de dormir, couchez-vous Oui, tôt, mais pourquoi? dormez Pourquoi? 8 heures et puis vous vous réveillez et puis vous êtes en forme, quoi. Mais c'est incomplet. C'est incomplet. Et puis, Puis surtout, on est capable de s'adapter beaucoup plus, quoi. On pourrait très bien. Moi, je sais que ouais, souvent, ce que je fais, c'est que je vais me coucher à 6 heures du matin, par exemple. bah, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si Ouais, tu arrives à bien l'intégrer dans ton cycle, c'est ça. dans tes cycles de journée, de nuit, c'est pas du tout grave.
à condition de bien... Pour moi, c'est l'alimentation joue beaucoup. Par exemple, tu vas pas Mhm. manger une raclette à 6 heures du matin et penser que tu vas bien dormir. Ça, c'est compliqué pour la plupart, hein. Ou alors, Oui, ça peut, ça me paraît. ça paraît compliqué. Mais par contre, comme tu disais, les cycles, là, dormez-vous les petits, là, pour moi, c'est une clé énorme. Il m'est arrivé plusieurs fois bah voilà, de dormir, par exemple, de faire une nuit blanche et de faire juste une sieste de 2 heures en pleine journée. Mais si c'est selon le cycle, ça marche super bien. Pareil, les siestes, je trouve qu'elles sont beaucoup plus réparatrices quand elles sont faites au tout début pendant une phase Creux? de creux. Ouais, bien sûr. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu as juste à t'endormir et limite, à la fin de ton creux, en fait, tu te réveilles automatiquement. Et pour avoir fait Tout à l'expérience fait. plusieurs fois, C'est de con... les micro-siestes de 15 minutes, c'est ça. 10-15 minutes. Mais plusieurs fois, je me dis, bah, je vais continuer. Alors là, c'est là où tu fais ta sieste et tu te réveilles KO Bien sûr. parce que Alors parlons des siestes. La fonction d'une sieste, c'est s'endormir vi- pour mieux repartir. c'est de On vivre est dans le sud. d'accord? Et il se trouve que si par exemple tu as fait une nuit blanche, une sieste courte ne suffira pas. Il faudra se faire une sieste longue. Une sieste longue, c'est 1 heure et demie. C'est un cycle de sommeil complet. Donc le sommeil, c'est des cycles d'1 heure et demie. Souvent, dans une nuit actuelle où on dort d'une phase et non pas de 2 phases comme au Moyen Âge, voire 3 phases dans certains pays certaines Ah époques ouais, de l'Antiquité, oui, oui. 3 phases. Je crois que c'est Pline l'Ancien qui disait, euh, après la première phase de sommeil, allez arroser vos vignes. Oui, parce que les vignes, c'est mieux d'aller les arroser la nuit Donc c'est quand il fait moins normal chaud de en se Grèce. réveiller parfois la nuit. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est... Sauf si apparemment tu te réveilles vers 3-4 heures du matin. Souvent, c'est des gens qui ont des problèmes au foie. Ah, ça, je sais pas. Mais Si, c'est vrai qu'à 3 quarts du matin, à 3-4 heures du matin, la mélatonine n'est presque plus présente. Et donc là, c'est vraiment compliqué de se rendormir. Parce ah, on arrive au croisement du cortisol et de la mélatonine. donc c'est normal de se réveiller quelque part. Je sais pas, ça dépend des cas, ouais. Faudrait Après, ça dépend. Je sais que là, par exemple, cette nuit, moi, je me suis réveillé très tôt, mais parce que j'avais super soif. Mhm. Là aussi, le corps. Ah bah oui, le corps a ses mécanismes et il faut les J'ai compenser. mangé 2 pizzas. J'aurais peut-être pas dû. Je sais pas, oui. 2 pizzas, c'est beaucoup. Ça me Ouais. paraît beaucoup, 2 pizzas. Pas que en plus. Il faut beaucoup d'eau et d'oxygène pour Voilà, c'est ça. Du digérer coup, tout ça. au bout d'un moment, le corps. Ouais, effectivement. Donc oui, les siestes courtes, en général, ça accompagne un creux de cycle de vigilance. Et 10-15 minutes suffisent et on repart réveillé. En revanche, si tu es en dette de sommeil profond, notamment, parce que tu as tronqué tes cycles de sommeil profond la nuit dernière T'as ou la trop nuit d'avant, fumé. fumer quoi? Je sais pas si des gens fument trop. Ça trompe pas les cycles. Ah, c'est intéressant. Ça peut modifier la durée des cycles en tout cas, ça modifie la durée des cycles de vigilance, hein, la nicotine, le tabac. Mais je ne sais pas exactement si ça va supprimer le sommeil profond. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Bon, je pense que non, parce que. Le sommeil profond, c'est à la croisée entre l'action de la mélatonine, l'action de l'adénosine, et c'est plusieurs autres facteurs. Et je t'ai dit, le sommeil profond, c'est dans tes des 2 premiers cycles de sommeil. Comment on peut l'améliorer le sommeil profond? En s'endormant dans un creux de cycle. Ok, Donc comme ça, on a notre première phase de sommeil qui dure 90 minutes. d'accord, mais. Parce que si notre première phase Ouais. de sommeil dure 60 minutes au lieu de 90 minutes, c'est-à-dire s'est endormi 30 minutes après le creux de cycle. Donc ça fait 30 minutes que notre cycle interne a commencé. Nous, on s'endort au bout de 30 minutes. Donc ces 30 minutes, ils ne seront pas rattrapés. Oui, mais moi j'avais même lu que par exemple, si je m'endormais 5 heures après mon début de cycle, 5 heures? 5 minutes, Ah, pardon, pardon. après Ouais. mon début de cycle, eh bien, il valait mieux attendre 2 heures pour attendre un nouveau début de cycle pour bénéficier d'un 90 sommeil minutes. profond. Ouais, Pas 2 heures, 90 minutes. ok, ouais. C'est 90 minutes, c'est 1 heure et demie. Ça dépend des gens, parce que j'ai l'impression que, par exemple, moi je suis plus à un peu plus. 5 minutes, je trouve pas que c'est beaucoup, puisque super 5 minutes, ça va pas influencer vraiment ta quantité de sommeil profond dans ton premier cycle. Mais 1 heure, une heure ou une demi-heure, là c'est beaucoup, puisque il faut comprendre que les cycles vont continuer de même, hein, c'est des cycles biologiques, d'accord? C'est pas des cycles mentaux, ce sont des cycles biologiques qui ont leur mécanisme, leur rouage. Ok, je comprends. Et si tu t'endors en début de cycle, tu vas favoriser la durée Donc le du pire, sommeil profond. le pire, c'est de s'endormir juste avant le début d'un nouveau cycle. Ouais. Là, tu tues tout ton sommeil profond. Bah, Enfin, pas tu tues, mais tu. en fait, ce qui Tu va se passer, perds. c'est que si tu t'endors juste avant un début de cycle,
tu vas pas t'endormir et tu vas attendre ton creux et là, tu vas bien t'endormir. Tu vas t'endormir naturellement. Non, je pense que le pire, c'est rater son début de cycle de 20 à 30 minutes et après, on cherche son sommeil. Et c'est vrai qu'on préconise parfois si on n'arrive pas à s'endormir, mais arrête de lutter, fais une activité calme et attends que ça vienne tout seul. Et ça, je trouve que c'est moins stressant, on rumine moins. Moi, si je rate mon marchand de sommeil, on va dire, je préfère ouvrir un bouquin et attendre que mes yeux se ferment d'eux-mêmes. Ouais, mais Et alors, ça peut durer 1 heure. moi, ce que j'ai pu remarquer, C'est c'est pas que, grave. par exemple, si je faisais un repas lourd, si je le ratais, ce début de cycle, j'étais toujours explosé de fatigue. Alors que par contre, si je mange bien, si je suis en forme, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive encore aujourd'hui, heureusement, qu'en fait, quand je suis très en forme, soit je m'endorme pendant le début de cycle, soit c'est mort. J'ai trop d'énergie. Et donc, pour m'endormir, il faut que ce soit vraiment dans ce creux-là. Mais du coup, ça me fait dormir encore mieux. D'accord. Un sommeil très profond. Ouais, ça me paraît logique. D'ailleurs, ça, je peux en parler. Et je ne sais pas si toi, tu peux en parler, mais le fait d'avoir changé mon alimentation, je sais qu'avant, je pouvais me réveiller pendant la nuit. Quand on entrait dans la chambre ou quoi, voilà, on peut se réveiller. Aujourd'hui, je pense qu'on peut jouer de la trompette pendant que je dors. Il ne se passera pas grand-chose. J'ai un sommeil très, très, très profond, à tel point qu'il m'est arrivé des petites mésaventures, notamment en voyage, où je me fais réveiller par quelqu'un au milieu de nulle part et que je n'ai pas entendu avant, qu'ils ont démarré une voiture juste à côté que je ne l'ai pas vue. Enfin bon, D'accord. mais j'ai un sommeil très profond. D'accord. Ce que tu dis, c'est que la qualité de ton sommeil s'est améliorée Ouais. dans ton ressenti, mais aussi dans sa profondeur. Ah ouais, Dans ouais. sa profondeur. En fait, Ah oui. lorsqu'on dort, le cerveau se met dans une oscillation. Mhm. C'est cette oscillation qui fait que on est moins sensible aux modalités extérieures, aux sons, aux lumières, etc. Et durant le sommeil profond, il se trouve que cette oscillation, elle est très forte. Ce sont des signaux qu'on est capable de capter avec un casque à électroencéphalogramme. Hein. On met des électrodes sur le crâne et on est capable de savoir en quelle phase de sommeil on est. Il se trouve qu'avec ton ring que tu as là au doigt, Oura Ring, on retrouve d'autres critères physiologiques qui vont nous faire penser que tu es en sommeil profond ou pas. Dans un sommeil profond, on est atone. Ça veut dire qu'il y a une zone au creux, au bas du cerveau, qui va empêcher l'activité musculaire. Il se trouve que cette zone est aussi active pendant le sommeil paradoxal. La différence entre le sommeil profond et le sommeil paradoxal, c'est l'activité des yeux. Dans le sommeil profond, l'activité cérébrale est hyper oscillante. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Toutes les zones cérébrales se mettent à osciller ensemble. Elles se tiennent la main, elles oscillent, et donc du coup, il ne se passe pas grand-chose pour la psyché. Ce qui permet de réparer, à ce moment-là, de nettoyer le cerveau. Parce que le cerveau, il consomme des choses la journée, ça fait des déchets, il faut les supprimer. Ça sert à ça, le sommeil. Bien sûr, pas que, mais oui. Donc moins on a de déchets, moins on a besoin de sommeil. C'est un raccourci, mais c'est un lien, ouais, effectivement. Moins on mange de la merde, moins on a besoin de sommeil. Il y a un lien assez presque direct, mais quand même indirect. Et en naturopathie aussi, on voit que plus nos organes d'élimination, les poumons, les reins, les intestins, le foie fonctionnent bien, et moins les gens, plus les gens récupèrent vite. Ouais, bah oui, faut se nettoyer. Et c'est pendant le sommeil que les phases de réparation et de nettoyage sont les plus importantes, effectivement. Et donc pour le cerveau, donc le sommeil profond, les zones cérébrales se mettent à osciller et elles sont insensibles à leur environnement. Donc on est non seulement atone, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mouvement musculaire, on a une respiration lente et notre cerveau n'intègre pas les informations extérieures. En revanche, lorsqu'on est en sommeil paradoxal, par exemple, c'est là où on fait la plupart des rêves. Là, si on met un casque sur la tête qui mesure l'activité cérébrale, on va avoir une activité presque similaire à l'éveil, c'est-à-dire en pleine activité, comme si on était réveillé. Et ça... C'est pour ça que j'avais fait des tests à l'hôpital quand j'étais plus petit. Oui, je pense qu'ils voulaient observer ça. La qualité de ton sommeil à travers les signaux du cerveau. C'est de comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Et il se trouve que
par exemple, un des signes précurseurs de Parkinson, c'est l'activité nocturne, l'activité musculaire nocturne. Pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est intense. Mhm. Et cette zone du cerveau, c'est une sorte de porte vers le système nerveux périphérique. Elle est dysfonctionnelle à cause de Parkinson. Et donc, un des premiers signes de Parkinson, c'est des gens qui s'agitent la nuit, qui font des mouvements Donc plus on est agité hyper... la nuit et plus c'est un mauvais signe, quoi. c'est pas un mauvais signe forcément pour Parkinson, c'est un mauvais signe de qualité de sommeil, effectivement. Ah, parce que je sais qu'avant, je bougeais la nuit, Mhm, voire même je me levais et j'avais des cauchemars, des choses comme mhm. ça, et qu'aujourd'hui, je ne bouge pas, je suis une tombe. Donc ça veut dire que la qualité de ton sommeil, en tout cas sa profondeur, est mieux, est meilleure. Ah bah oui, je le sens, hein. Mhm, Au bout de 4 heures, je me réveille en forme. Avant, au bout de 4 heures, je me réveillais, j'étais bon pour Zombieland, hein. mhm. J'étais pas là, quoi. Donc, ouais, ouais, mais ça... Alors, justement, donc, pour améliorer sa qualité de sommeil, si on pouvait résumer, moi, je pense qu'il y a ça à dire, c'est la qualité, déjà, de couper toutes les lumières bleues avant de dormir, Oui, de avoir des activités calmes avant de dormir. oui. Faire du sport avant de dormir, on peut ou pas? C'est plutôt déconseillé en général. Mieux Donc, vaut le faire quelques heures avant d'aller dormir. Problème. méditer, c'est très bien avant de dormir. Oui, Lire un truc chiant, c'est très bien. bah, pas forcément, dire un truc bien aussi. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé des fois d'être tellement pris dans une histoire qu'en fait, Ah on oui. va activer notre système de l'éveil. Parce qu'on veut savoir la suite, on veut pas s'arrêter. Et ça, c'est pas bon. Ok. En fait, c'est bon pour le plaisir, mais c'est pas bon pour le sommeil, effectivement, parce qu'on active notre système de la concentration. C'est vrai que moi, quand j'ai des difficultés à dormir, j'aime bien lire un bouquin que j'ai déjà lu. Ok. Je sais D'accord. déjà ce qui va se passer plus Ok, tard, j'ai donc c'est plus de moins. cet effet de surprise, mais je lis, je fais une activité qui va user mes yeux, dans le calme, etc. Et je suis dans un autre monde, machin, et je m'endors plus facilement, effectivement. Ouais, j'avais une prof, 72 ans, je crois, elle nous donnait cours, elle tenait toute la journée, tout ça. En fait, elle se couchait très tard, mais en fait, elle lisait un livre, et quand il lui tombait des mains, elle s'endormait. Mhm. Et elle dormait assez peu, mais elle était toujours en forme à son âge, enfin, c'était incroyable. Ça m'arrive, moi Et aussi, ouais, que je me réveille et le livre est ouvert à la page où je me suis arrêté. Mais c'est marrant, hein, quand tu reprends ton histoire, il peut ça être passé 5 6 pages où tu n'as rien enregistré. oui, C'est cette phase de pré-endormissement Ah, ouais. où tu continues à faire tes mouvements de lecture, mais ton cerveau n'intègre plus ce qui se Il passe dort parce que tu es déjà. déjà en préparation du sommeil. D'accord, donc il y a ça. La qualité des draps. Ah oui, La qualité des draps joue beaucoup sur le bien sommeil. sûr. Et la température surtout de la pièce. Donc, qualité des draps, tout ce qui est plus naturel, je pense. C'est une question de douceur. Coton, tout ça, c'est Bah, mieux. ouais, Moins c'est synthétique, mieux c'est, non? oui, mais c'est surtout Que, le nombre de fils et en fait, le ressenti pour la peau et la régulation de la chaleur. Ah, C'est c'est vraiment la ouais, régulation de la c'est chaleur. vraiment la régulation de la Donc, chaleur du essayer corps. de dormir à combien de degrés il faudrait? L'idéal, c'est 18 degrés. Ok. Ouais, mais après, jusqu'à 25 degrés, c'est pas trop un problème. Entre 15 et 25 degrés, en général, ça va. Au-dessus de 25 degrés, ça devient problématique. Mais après, ça joue aussi. Ce Et qui en va être dessous? important, c'est l'humidité aussi. Mais en dessous, c'est pas bon non plus. C'est-à-dire qu'on va s'endormir facilement, mais après, Ah oui, moi ça me l'a notre corps, il fait. va devoir compenser. On se réveille au plein milieu de la nuit, complètement Voilà. frigorifié, Et et notre corps, il et doit. on En fait, récupère pas. quand, Ça quand on me l'a fait plein de s'endort, fois, ça. quand on s'endort, et notamment dans la phase de sommeil profond, on n'a plus d'activité musculaire. Mhm. Or, ce qui nous permet de nous réchauffer, c'est l'activité musculaire. Ah, Au tout début, on ouais. parlait de consommation pendant l'hiver. C'est pour réchauffer notre corps. Donc, s'il fait trop froid dehors, eh ben, à un moment, notre corps il va dire ah, il faut réactiver les muscles. Donc, du coup, tu pourras plus faire du sommeil profond, puisque en sommeil profond, tu peux pas activer tes muscles. Donc, tu vas devoir faire un sommeil léger. Bah, moi Et j'ai ça va fait te réveiller. beaucoup de nuits dehors et par des températures trop froides et je dormais pas bien. Ah bah oui, puisqu'à un moment, ton Ouais. corps il doit se dire Faut un bon duvet. là, je vais mourir en fait. Ok. Ouais. Si je refais pas de la chaleur, mes organes ils vont s'arrêter de fonctionner. Ok. Donc ouais. Donc faut entre 15 et 18. Pas, 18-20, c'est parfait. pas de pollution sonore. Ça c'est pas forcément. On met des boules ça fonctionne. Bah, c'est toujours désagréable d'avoir quelque chose dans les oreilles, hein. Moi, j'ai remarqué que je dors mieux à la campagne Oui. à côté du périph'. Mais alors est-ce que ça ce serait pas dû aussi aux ondes, par exemple les ondes Wi-Fi, Ça, je sais pas. ça on en parle beaucoup. Alors Il n'y a pas d'études scientifiques qui ok. parlent de la dangerosité des ondes Wi-Fi. Moi, j'ai entendu dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même par exemple pour la digestion ou pour le sommeil,
qui sont impactés par les ondes Wi-Fi, enfin, que certaines personnes sont impactées par Il y les a des ondes gens Wi-Fi. qu'on dit ultra sensibles, Ouais, effectivement. mais c'est des gens qui, par exemple, quand ils enlèvent leurs métaux lourds, par exemple, chélation de métaux lourds ou Chélation. chélation de métaux lourds, après ça, eh bien, ils sont moins sensibles et aussi quand ils améliorent leur alimentation, ils sont moins sensibles. S'ils sont malades, ils seront plus sensibles. S'ils le sont moins, ils sont moins sensibles. Donc c'est pour ça que de dire que il faut couper la Wi-Fi chez soi pour mieux dormir, en fait, ça dépend de chacun, ça dépend du degré de sensibilité. Je pense que pour quelqu'un en très bonne santé, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais il y a des histoires comme ça de personnes sous des lignes à haute tension ou qui, je pense, ouais, certaines personnes peuvent être très sensibles. Donc là, ça dépend de chacun. Les lignes de haute tension, Euh, elles génèrent un champ magnétique assez intense et les effets réels sur le corps, c'est assez difficile de les mesurer. En tout cas, physiquement, on peut mesurer ça. Si tu te balades avec une boussole sous une ligne de haute tension, elle va pas indiquer le nord. D'accord. Et dormir avec son téléphone portable à côté de son oreille ou de son cerveau, est-ce que ça impacte le sommeil? J'ai pas de preuve non plus là-dessus. Ok. Parce que j'ai entendu dire qu'il fallait mieux mettre son téléphone portable déjà en mode avion et en dehors de sa chambre. Si on applique un principe de précaution, on peut se dire que mieux vaut tout éloigner les sources de perturbation Ok. de son sommeil, effectivement. Ok. Donc il y avait ça. Mais scientifiquement, je n'ai pas trouvé quelque chose qui dit Ok. Scientifiquement, il n'y a pas forcément de. non, j'ai pas trouvé. Ok. Au niveau de l'alimentation, quoi manger pour mieux dormir? Je pense déjà une première chose, c'est tout ce qui est lié aux carences. Carences en magnésium, carences en. Ça se joue sur le sommeil profond ou Bien pas? sûr, Ouais. le sommeil, donc c'est un jeu de cycle biologique, donc c'est un jeu d'hormones biologiques, des neurotransmetteurs, et des carences nous exposent en fait à une mauvaise sécrétion de certaines hormones, et l'absence de cette hormone va impacter toute la cascade ensuite physiologique qui devrait en découdre. Donc les carences, c'est mauvais pour tout, hein. Donc Pas que pour le sommeil. quand je dis que par exemple quand je mange mieux, je dors mieux, c'est pas juste psychologique. Non, je pense pas, non. On a des études qui montrent que le sommeil est impacté par l'alimentation ou pas? Alors, c'est très marrant ça, mais directement, il y a très peu d'études scientifiques. En fait, donc, la façon de faire la science, on se spécialise. Donc moi, je me suis Mhm. spécialisé en neurosciences et dans un truc en neurosciences. Les études transversales qui vont étudier, par exemple, la nutrition et le sommeil, c'est assez rare, parce que ça veut dire qu'il faut mettre des laboratoires en commun, faire des collaborations sur des sujets que ni l'un ni l'autre ne maîtrise en fait. Puisque moi, en nutrition, face à un docteur en nutrition, j'y connais absolument rien, si on doit comparer. Et lui, sur les mécanismes cérébrales, il va pas bien connaître. Donc c'est assez difficile de collaborer sur des sujets pointus. Puis, alors ça se fait de plus en plus, hein, les recherches transversales. Euh, et donc en cherchant des études transversales sur l'impact de la qualité du sommeil et les effets sur... Non, pardon. L'impact de la qualité de la nutrition sur la qualité du sommeil, j'ai trouvé que quelques études. Et il y avait quelque chose de marrant, c'était une étude sur je crois que c'était au Mexique, sur uniquement des femmes, et ils avaient étudié deux groupes, un groupe qui mange mal, qui mange McDonald's, etc., et un groupe qui mange bien, que de la cuisine. Et ils ont demandé, au bout de quelques mois, quels étaient les effets sur le sommeil. Et ils n'ont pas utilisé d'électroencéphalogramme, en fait, ils ont juste fait des sondages, et répondre D'accord. à des questions. Et il se trouve que ces réponses aux questions été clairement différentes. Les femmes qui avaient changé d'alimentation pour une alimentation saine avaient que des aspects bénéfiques sur les ressentis par rapport à leur sommeil. Donc elles se sentaient plus en forme, dormaient mieux, et dormaient d'une meilleure façon. Moi, je sais ce qui m'avait surpris lorsque j'avais sorti une première formation sur mieux manger. Je parlais pas du tout de sommeil. Mhm. C'est quasiment systématiquement des messages de ah bah je suis bien tes conseils, gna gna. Je dors 2 fois moins. Est-ce que c'est normal? Enfin, pas 2 fois moins. Je me réveille 1 heure ou 2 heures plus tôt, mais je suis en pleine forme. Est-ce que c'est normal? Ben, mais c'est pour ça qu'à ta demande, j'ai essayé de trouver des corrélations entre l'alimentation Hmm. et le sommeil.
Et effectivement, quand j'ai compris que notre première source d'inflammation venait de la nutrition, de la qualité de notre nutrition, ah bah ça a fait tilt un peu, ouais. Et effectivement, il y a un autre facteur, c'est que la digestion, ça consomme de l'énergie. Mhm. Hein. Une digestion longue, ça consomme. Donc une Et, mauvaise digestion, et quand on rentre en sommeil profond, mm, mieux vaut ne pas digérer, parce que la digestion va ralentir. Les mécanismes opérant dans la digestion pendant le sommeil ne sont pas favorisés. mais dans le même temps, si on a faim et qu'on mange pas, on va mal dormir. Ah oui, tout à fait, oui. C'est un Ça m'est équilibre à déjà trouver. arrivé. C'est un équilibre à trouver. Parce que je me rappelle que plusieurs fois, moi, je me forçais à ne pas manger le soir. Mais un jour, j'ai eu tellement faim que j'ai pris 1 kilo de fromage blanc, 1 kilo, hein, C'est beaucoup, ouais. mais de bon fromage blanc, de qualité. Les vaches broutaient de l'herbe. Enfin voilà, c'était vraiment un bon fromage blanc, bien digeste, avec quasiment un bon petit pot de miel. Mhm. Et je me rappelle avoir été étonné parce que le lendemain, m'être réveillé en pleine forme, avec un sommeil court mais très profond. Et m'a dit, mais c'est dingue, en fait j'ai très bien dormi alors que j'ai mangé. Oui, mais j'ai mangé des aliments très digestes. C'était un fromage blanc au lait cru, d'un fromager qui fait bien les choses. C'était du miel non chauffé, enfin non pasteurisé comme on peut en trouver parfois dans le commerce. Et maintenant, donc je sais que si j'ai vraiment faim la nuit, je mange, mais des aliments qui se digèrent très vite, comme des fruits ou voilà, des produits crus généralement, pas des produits cuits. Et par contre, effectivement, c'est mieux de ne pas manger, de manger tôt. Je remarque qu'on dort quand même Ça, mieux. tous les spécialistes du sommeil Ouais, sont ça, d'accord on avec est ça. tous d'accord. Avoir une digestion pendant le sommeil, ça va détériorer la qualité du sommeil. Donc mieux vaut manger quelques heures avant d'aller se coucher et éviter effectivement des aliments très, très complexes à digérer parce qu'en fait, ils vont stagner et comme je l'ai dit, la digestion est un processus actif, demandeur en énergie. Ça coûte, c'est un investissement. Alors, on récupère plus d'énergie après, puisque c'est ça que ça sert de manger, mais ça coûte au départ. Dans l'estomac, il faut pouvoir sécréter de l'acide chlorhydrique, voilà, il faut pouvoir sécréter des enzymes. Les enzymes, c'est des protéines, il faut les créer, ces protéines. Donc tout ça, c'est des processus actifs qui demandent qui ont un coût énergétique. J'ai une hypothèse sur ça et qui est soutenue par plusieurs chercheurs. C'est que, par exemple, le fait de manger des œufs, par exemple avec des avocats le matin, en fait, augmente notre besoin de sommeil profond. Pourquoi? Parce que le fait de consommer beaucoup de graisse est un carburant de seconde catégorie selon certains chercheurs, Je comprends ce qu'ils veulent dire, oui. et donc qui consomme plus d'oxygène Mhm, que par exemple consommer des patates ou des fruits, mhm. enfin du carburant de ces aliments-là. Et du coup, comme ça produit aussi plus de déchets, le fait de se baser sur du gras pour produire de l'énergie, eh bien on a un besoin de sommeil plus élevé. Et ça, moi, j'ai pu le vivre. Je ne suis pas le seul à avoir vécu. Le fait de manger une alimentation basée plutôt sur des glucides type patates, patates douces ou des fruits, et beaucoup moins sur des graisses, on dort mieux, plus profondément, et on se réveille plus en forme, et on a plus d'énergie au cours de la journée. Et ça, je l'ai vécu par exemple au Japon, où je mangeais pas du tout gras, et ben je me réveillais souvent au bout de 3h30 en pleine forme, et pour toute la journée, j'avais pas besoin de dormir plus, et j'étais mentalement au top. Et il y a le docteur Haas dans les années 80 qui a accompagné des sportifs de haut niveau avec une alimentation très pauvre en graisse. Donc son livre c'est Manger pour gagner. Et effectivement dans son livre il explique que avec cette alimentation assez pauvre en graisse, alors je recommande pas forcément, on a besoin de gras quand même, hein, mais il dit que les gens dorment moins, mais ils dorment très bien. Ah oui, c'est pas étonnant. En fait, ce qu'utilisent les muscles ou le cerveau, C'est ce du sont des sucre. sucres. Mm. Mais le corps sait transformer les graisses en sucre et inversement. La graisse, c'est du stockage et, le sucre, c'est à l'utilisation rapide. D'accord. Le foie a une réserve en sucre, Mm. d'accord, et les muscles sont capables d'avoir une petite réserve en sucre. Mais ensuite, après, il faut recréer le sucre. Si, je pense que si dans le monde entier, les populations qui consommaient que de la graisse, beaucoup de graisse, c'était dans les pays du Nord, mais dans les pays, même par exemple en Europe, en France, on mangeait une bouillie, on mangeait du pain, on montait un petit bout de lard, certes, mais on montait un petit bout de beurre, mais on mangeait pas la plaquette. Il n'y avait pas Mhm. d'avocat. Non, c'est vrai, c'était des bouillies, L'avocat, c'était... c'est une mode récente. Ouais, c'est une mode très récente, donc c'est pour ça, voilà. Ça, je le glisse là, mais de toute façon, toutes ces notions, toutes ces choses-là sont expliquées de manière beaucoup plus Détaillé. complète, hein, Ouais. détaillée dans la formation. Le but de la formation, c'est pas d'informer, c'est vraiment d'appliquer.
de donner des d'appliquer. clés de compréhension. Ouais, et surtout de personnaliser et de pouvoir, pour que chacun puisse bah voilà, l'incarner dans sa vie, Incarner, le réaliser, le l'utiliser. réaliser dans sa vie, quoi, de pouvoir dormir comme ça. Alors je dirais que le mot n'est pas de dormir moins, mais plutôt de s'adapter, de pouvoir s'adapter, parce que Et dormir mieux. et dormir mieux. Oui, donc tu m'as parlé de tes habitudes de sommeil, de tes techniques pour essayer de mieux dormir, de quand est-ce que tu dormais mieux, quand est-ce que tu sentais que tu t'étais réénergisé, pour reprendre tes mots, après une nuit de sommeil. Donc une nuit de sommeil qui pouvait être soit courte, soit longue. Et du coup, on s'est intéressé au mécanisme. Donc moi, ma spécialité au départ, c'est pas forcément le sommeil, hein, c'en est proche. Et j'ai travaillé sur la prise de décision, donc dans le cerveau. Mais le sommeil a toujours été quelque chose de fascinant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans tes techniques d'optimisation du sommeil et d'optimisation de la récupération, en fait. Ouais, c'est ça. La récupération physique et mentale, qui sont deux, deux notions un peu distinctes, mais intrinsèquement liées dans le sommeil. Et que le sommeil s'occupe de ces deux choses. Comme on va le voir, je pense que j'aurai le temps d'expliquer quelle est la différence entre la récupération physique et la récupération mentale. Parce que le sommeil s'occupe de ces deux types de récupération avec des mécanismes un peu différents. Ok. Bon bah donc tout l'enjeu est là. En fait, on va parler de sommeil, on va parler de comment tu vas pouvoir nous expliquer comment dormir mieux, comment dormir moins, sans se fatiguer au final, comment récupérer plus vite. C'est ça l'idée. Parce que moi j'ai fait des expériences et toi tu les as rendues quelque part intelligibles, hein, on va dire. C'est ça, je suis allé chercher Ok. dans tout ce qui est la librairie scientifique, hein, en libre accès. Et je suis allé chercher donc des explications, des mécanismes, des études statistiques Ok. sur les mécanismes que tu pointais du doigt. Ok. Donc tout ça, donc là c'est un podcast, donc on va parler sommeil. Après, bien sûr que si vous avez si vous avez besoin de plus d'informations, on a organisé ça sous forme de formation. Donc ça, ce sera en lien dans la description. Mais voilà, aujourd'hui déjà, on va parler sommeil et on va donner le maximum de clés. Déjà, est-ce que on a besoin de dormir 8 heures par jour? Parce que c'est ce qui est dit partout, hein. Donc je sais que quand je dis je dors 5 heures, on me dit bah non, il faut dormir 8 heures. Et Alors, toute la science, enfin tous les scientifiques ou les gens qui travaillent sur le sommeil vont te dire il faut dormir 8 heures, en tout cas une grande partie. alors, le sommeil est un mécanisme biologique, il est Mm. essentiel et s'empêcher de dormir, c'est aller tout droit vers la tombe. Ça, on le Si on sait. arrête de dormir, on meurt au bout de combien de temps? Plusieurs jours. Il y a eu des études, que ce soit en Russie ou à la CIA, il y a eu beaucoup d'études sur la résistance au sommeil parce qu'on se disait que sans doute que si on supprime du sommeil, les gens ont moins de résistance et vont plus facilement avouer. Donc il y a eu des études là-dessus, pas très éthiques, on va dire, Ouais. sur la résistance au sommeil. Et au bout de quelques jours, ça devient compliqué. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête comme ça, mais après une privation de sommeil de 48 heures, on commence déjà à avoir Des des, hallucinations? des hallucinations et des variations physiologiques, ça peut être le cœur, la respiration, etc., qui commencent à avoir des difficultés. J'avais rencontré un docteur qui m'avait parlé que lui, il avait testé 5 jours sans dormir et que au bout du 2, 3e jour, ça commençait à devenir vraiment compliqué. Il avait fait ça pour l'expérience et qu'à la fin, bon, il allait chez son épicier, il était complètement perdu, comme s'il était sous drogue, alors qu'au final, il avait juste arrêté de dormir. Bien sûr. Donc, il se forçait et il disait que voilà, c'était une sacrée expérience. Euh, on en était où on disait quoi? Ouais. Tu me demandais la privation de sommeil. Ah oui. Après, est-ce que c'est le cas donc quand on prive quelqu'un de sommeil, au bout de plusieurs jours, il meurt, c'est ça? Ouais, voilà. Et donc Ok. cette question est venue à la suite de est-ce qu'on a besoin de 8 heures? Hmm. Alors j'ai envie de te dire, si tu es malade, est-ce que tu as besoin de plus ou moins de sommeil, à ton avis? Bah, plus. Voilà, et tout le monde l'a expérimenté ça. Quand on est malade, on a besoin de dormir plus. Ouais. En fait, le sommeil, c'est un mécanisme. C'est un mécanisme de récupération physiologique. Si par exemple, tu vas faire du sport, ton rythme cardiaque il va augmenter. Mhm. Donc, est-ce que quand on fait du sport, c'est normal d'être à 150 battements par minute? Est-ce que quand on dort, c'est normal d'être à 150 battements par minute? C'est Non, ça bah, qu'il faut regarder. Exactement. En fait, le sommeil est un mécanisme adaptatif.
Mhm. Alors il a ses limites, il n'est pas aussi flexible que les battements cardiaques. On a tous besoin de dormir un peu tous les jours, hein. Une nuit blanche, plus on est vieux, plus c'est dur. Hein, quand on a 18 ans, ça peut être facile de récupérer d'une nuit blanche, mais à passer 30 ans, ça devient très compliqué de récupérer une nuit blanche. Pourtant, il y a certaines personnes qui semblent ne plus avoir besoin de sommeil. Il y a eu des cas comme ça, je crois, c'est un Cambodgien qui ne dort plus. Et pareil, un soldat, donc je crois hongrois, qui s'était pris une balle dans la tête et après il a arrêté de dormir. Alors, il y a peut-être des cas très spécifiques Mhm. qui sortent vraiment de la norme, mais ceux-là, déjà, je n'avais pas entendu parler de ces cas, donc je ne vais pas pouvoir te répondre là-dessus. Mais je pense que si on parle du 99,99% de la Ouais. population, tout le monde a besoin de dormir, d'un certain quota de sommeil. Oui, mais Et, combien de temps? mais alors, si on prend la population actuelle, la plupart des médecins recommandent effectivement 8 heures, mais c'est sur une population globale. Il y a des gens qui, avec 6 heures, vont être très bien et d'autres qui vont avoir besoin de 10 heures. Ce que j'ai pu remarquer, c'est en étudiant les populations qui ne sont pas entrées dans un mode de vie moderne. Alors là, c'est très intéressant. Il se trouve que, en général, on est plus autour de 6 heures, avec une variation saisonnière. L'hiver, il faut dormir plus. Et ça s'explique. Ça s'explique parce que l'hiver, on a besoin de dépenser plus d'énergie pour réchauffer notre corps. Tu sais que les humains gardent 37 degrés de température corporelle. Et ça coûte de l'énergie, ça coûte. Et ce coût-là, c'est de la dépense énergétique. Et cette dépense énergétique, elle participe à l'augmentation de la dette de sommeil. En fait, chaque jour, on dort sur toutes les 24 heures et il y a dans le sang une accumulation de molécules qu'on appelle l'adénosine, qui, quand sa concentration augmente l'envie, le pouvoir hypnotique, l'envie d'aller dormir. C'est d'ailleurs sur ça que joue le café. Le café, via des récepteurs dans le cerveau, vient se fixer sur les récepteurs à l'adénosine et on sent moins l'adénosine. Notre cerveau détecte moins la concentration élevée d'adénosine. Donc si on fait beaucoup de sport, beaucoup d'activités mentales, on va consommer de l'énergie durant notre journée. Et cette consommation d'énergie va faire augmenter le taux d'adénosine circulant dans le sang. Et donc, mécaniquement, notre cerveau va sentir, par ses récepteurs adénosine, Mhm. va sentir qu'on a tapé dans les réserves, qu'on a consommé. Et du coup, ça va nous guider vers une envie d'aller dormir. C'est pas le seul facteur, hein. Ça, c'est un des Mais 3 grands alors, facteurs. l'hiver, est-ce que c'est vraiment l'hiver ou est-ce que ce serait pas plutôt le froid? Parce que, par exemple, en Russie, dans le nord de la Russie, tu avais des paysans qui, l'hiver, ils hibernaient quasiment complètement, c'est-à-dire qu'ils faisaient un repas par jour et ils dormaient le reste du temps. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous, par exemple, des Russes qui vivent dans des appartements chauffés à 25 degrés ou à 23 degrés, par exemple, est-ce qu'ils ont un besoin de sommeil aussi long qu'auparavant? Parce que du fait que, en fait, ils n'ont pas froid. Parce que pour avoir voyagé, effectivement, quand j'étais dans mon duvet et qu'il faisait -15, le besoin de sommeil était beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, le nombre de fois où je me réveillais dehors en pleine nuit, par exemple à 6 heures du matin, sauf qu'il fait -5 ou -10, et ben on n'a pas envie de sortir, et on finit par se rendormir à cause du froid, alors que dans un même environnement où il fait chaud, même s'il est 6 heures du matin, on va avoir envie de se réveiller. S'il fait -15 degrés, il faut se rendre compte que ça demande à ton corps beaucoup de travail, de consommation de, Mhm. de, de graisse et de glucides pour pouvoir maintenir une température corporelle. Alors que lorsque l'effort n'a pas besoin de faire ça pour de faire cette dépense énergétique pour maintenir euh, le corps à la bonne température, et ben c'est de l'énergie en moins disponible et donc qu'on n'a pas eu besoin de consommer. Donc, Toute énergie a un coût. ok, mais ça voudrait dire que par exemple, là, les peuples donc, que toi, tu as étudiés, ils avaient un besoin de sommeil plus élevé, donc je crois jusqu'à 7 heures l'hiver et C'est 5 heures ça. l'été. Mais est-ce que nous, si par exemple on est bien chauffé dans nos maisons par rapport, voilà, eux, j'imagine qu'ils n'avaient pas un chauffage central hein, ou même électrique, est-ce qu'on pourrait pas se dire, si ça se trouve, aujourd'hui, il est possible de même dormir 5 heures et d'être en pleine forme toute l'année?
Tu peux pas échapper aux variations climatiques. L'hiver, il y a plus de virus qui circulent. Nos les variations saisonnières mettent nos défenses immunitaires Mhm. à contribution. Et tu vas pas rester chez toi dans ta climatisation à 25 Ok. degrés toute la journée. Tu vas t'exposer au froid dehors. Enfin, Ok, c'est donc bon, rare des gens qui l'hiver, sortent pas de chez eux l'hiver. on a sans doute besoin d'un peu plus de sommeil. Ouais. Voilà, c'est Mais logique. Après, je pense que c'est vrai que ça dépend de notre mode de vie. Si tu as un travail qui se fait dehors toute la journée, eh ben c'est hyper hmm, fatigant. Imagine qu'il pleut, qu'il y ait de la pluie glaciale. On est beaucoup plus rincé à la fin d'une journée, on a travaillé dehors et on a pris de la pluie glacée et du vent, que si effectivement il fait 25 degrés dehors, petit soleil. On n'a pas du tout, on sort pas de notre journée de travail avec le même épuisement. Et ben, tout ça, c'est lié à des dépenses énergétiques, effectivement. ok. Donc, la conclusion, quelque part, c'est on est d'accord pour dire que les besoins de 8 heures de sommeil, euh, c'est une grosse généralité et que dans le détail, C'est une moyenne ouais, dans notre société occidentale, effectivement. On remarque que les gens qui sont en bonne santé dorment en moyenne 8 heures. en bonne santé. Mais alors, comment expliquer que. Est-ce que si on est vraiment en bonne santé, on ne devrait pas plutôt dormir 6 heures, voire 5 heures? Alors ça, c'est une autre façon de définir la bonne santé, c'est celle Ah, que tu as. ouais. C'est de considérer que nous, dans nos sociétés modernes, nous ne sommes pas au top Ah, bah oui. à l'optimisation de l'utilisation de notre corps, etc. Hmm. Alors, il se trouve qu'il y a un autre facteur qui influence sur le besoin de sommeil, c'est l'inflammation. Et ça, c'est ta spécialité. Ça, avant que tu m'en parles, je ne m'étais pas vraiment rendu compte et j'y croyais pas trop. En fait, c'est que quand j'ai regardé les sources d'inflammation, on pense tout de suite au tabagisme, à l'alcool, à la consommation de drogue ou à la pollution. Il se trouve que la première source d'inflammation, c'est la nourriture, c'est la nutrition. Hmm. Donc ça, c'était... Et quand tu dis inflammation, c'est quoi concrètement? Parce que inflammation, c'est je mets un briquet sur mon mollet, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement? L'inflammation, c'est des molécules circulantes. Lorsque tu vas avoir une agression dans ton corps, tu auras des molécules qui vont venir réparer, tamponner ou Les neutraliser globules blancs. des globules blancs. Mais c'est pas que, on a Fait toute une armée de choses. mhm. Interleukines, cytokines, etc. Il y en a des dizaines. Ouais. Et ce concert de défense, il est spécialisé, hein. Il y a des molécules qui sont là pour dégrader, il y en a qui sont là pour neutraliser, il y en a qui sont là pour empêcher la diffusion. Ouais, c'est des actions de défense. Et quand on est malade, on a une montée de ça là. Tout à fait. Mais Quand il y a une agression, le corps fait en sorte de répondre à cette agression. il y a 10 ans, j'avais fait des analyses sanguines Ouais. et tout était parfait. Donc à l'époque, je mangeais quasiment que des fruits, hein. Et par contre, j'avais mon taux de globules blancs qui était quasiment de ceux d'un quelqu'un qui est malade du sida ou qui a eu une grave maladie. Et pourtant, j'étais pas tombé malade depuis plus de 6 mois. Et en fait, je pense aujourd'hui, j'ai mis du temps à avoir l'explication, c'est que bah, j'avais aucune inflammation tout simplement. Pas Tu d'inflammation, penses que tu as fait baisser ton taux d'inflammation, ouais, ton bombardement journalier c'est ça. d'inflammation. Et que je pense qu'on est tous aujourd'hui bombardés d'inflammation parce que notre nourriture est inflammatoire. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de dormir plus. C'est très intéressant. Mm. Et c'est vrai que donc en explorant un peu ces mécanismes, en les mettant en lien par exemple avec ces évidences qui sont que quand on est blessé, on sait qu'on a on a une fracture, on doit dormir beaucoup plus pendant la cicatrisation. Quand on est malade, on a besoin de plus de Ah sommeil. ouais, donc quand on est malade, moi je sais que je préconise la position PLS dans le lit et on bouge plus. Oui, oui, On est bah, moi d'accord? quand je suis malade, c'est pareil, hein, Ok. je mets mes au lit jusqu'à ce que ça passe. Ouais. Et d'ailleurs, on mange moins. Pourquoi on mange moins? Bah, parce qu'on n'a plus d'appétit, c'est naturel. En fait, manger nous expose à des molécules extérieures. C'est même le principe même de manger, c'est ça, c'est ingérer Mhm. des, euh, des molécules extérieures et elles viennent pas toutes seules. Donc elles viennent avec d'autres molécules invisibles. Et forcément, manger nous expose à ingérer l'intérieur de notre corps avec des molécules extérieures. Et ces molécules extérieures, elles peuvent être repérées par le corps comme inflammatoires. Mais elles sont inflammatoires. Moi j'ai l'impression que par exemple quelqu'un qui est intolérant au lactose, le lactose va être inflammatoire parce que le corps n'a plus de lactase pour la digérer. Donc le lactose c'est le sucre du lait. Et par Euh, exemple, une molécule qui s'accumulerait, ouais, qui n'est pas nocive en soi, mais qui ok. s'accumule à un endroit et qui fait une boule, Ah ouais.
Ben, ça va créer un bouchon local et ça peut créer une inflammation, en tout cas une réaction où le corps doit se dire, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose, on va diluer, on va augmenter, Donc quelque part, refaire circuler. l'inflammation, ce serait plus comme s'il y a des bouchons, comme si on avait de l'eau croupie quelque part, qui ne circulait plus. Est-ce que c'est pas un peu ça Je l'image? dis que ça peut être une possibilité, mais l'inflammation, elle a plusieurs formes. D'accord. Il y a des gens qui sont par exemple très sensibles au printemps, au pollen. Ah mais Et chez certaines personnes, ça va créer des réponses inflammatoires, c'est-à-dire que lorsque le pollen va rentrer dans leurs poumons, ces personnes-là vont déclencher une réponse inflammatoire. En fait, l'inflammation est une réponse du corps. oui, mais alors pourquoi ces gens-là, moi de beaucoup de témoignages que j'ai, quand ils améliorent leur comment dire, la porosité de leur intestin, quand ils prennent des compléments ou des choses pour réparer cela et qu'ils consomment une alimentation beaucoup plus saine, en fait, il n'y a plus d'allergie, il n'y a plus de réaction. Et moi, je sais que quand je mange trop de fromage ou trop de choses quand j'ai de l'inflammation, je sais que si c'est au printemps, je vais me retrouver à avoir effectivement à tousser, à tout ça, alors que normalement, j'en ai pas. Il existe en tout cas deux grandes façons de traiter des allergies chroniques. Soit on prend un médicament qui vient arrêter le mécanisme de Mhm. réaction d'inflammation, donc on vient couper l'inflammation, soit on fait une désensibilisation. Cette désensibilisation progressive sur cette molécule, c'est un peu le mécanisme dont tu parles, je pense, où si en fait tu réduis l'agression constante, enfin le taux d'agression, le bombardement, on va dire, inflammatoire journalier, tu vas avoir moins de molécules circulantes et donc tu vas être peut-être moins sensible et créer moins de réactions allergiques inutiles. Parce que normalement, les réactions d'inflammation, c'est fait pour aider le corps à mieux survivre dans son environnement. Oui, c'est ça, c'est pas quelque chose que le corps fait contre nous. Et on sait bien que le pollen ne va pas nous tuer. Mais Mhm. si tu es dans un état d'hypersensibilité, hein, il y a d'autres mécanismes analogues qu'on peut expliquer pour ça. Imagine que je te tape régulièrement le bras à un endroit, Ouais, il va devenir plus sensible à cet endroit. ouais. Et ben, c'est un peu le même mécanisme. Si tu si ton corps est en alerte immunitaire, Hmm. il peut, et je suis sûr que c'est ça, il est plus sensible à une agression qui est bénigne, mais qui devient gênante. C'est pour ça que finalement, le meilleur quelque part moyen de devenir résistant, c'est pas par exemple pour bien digérer une alimentation qui est inflammatoire. T'en as qui vous diraient il faut manger tous les jours, faut pas se désensibiliser. Et moi je serais plus partisan de il faut bien manger, réparer. Et quand tu as des bonnes défenses, en fait, ça réduit l'inflammation de facto, quoi. Sur le sommeil, pour revenir sur le sommeil, moi j'ai l'impression que bon, le sommeil, il n'y a pas que ça qui régule le sommeil, mais que l'inflammation est très importante parce que aujourd'hui, donc j'ai besoin à peu près de 4 heures, 5 heures ou 6 heures de sommeil par Mais je nuit. suis sûr que ça varie. Il y a des moments où tu vas avoir besoin de plus. Ça varie justement en fonction généralement de ce que je mange. Mhm. De l'inflammation que j'ai. Et par exemple, dès que je mange, ça je m'en suis rendu compte, et même là j'ai Oura, donc c'est une bague connectée qui me permet de mesurer mon sommeil. Et là dernièrement, j'ai vu que j'avais eu un sommeil de 10 heures un soir. 10 heures parce que je refuse de me réveiller en étant fatigué. Donc je dors, c'est pour ça, quand on me dit oui tu dors 4 heures mais tu dois être fatigué, non, puisque je dormirai tant que... mais du coup je fais en sorte d'être toujours reposé, je ne supporte plus d'être fatigué, ça c'est, je l'ai vécu toute ma vie, c'est bon, je ne veux plus. Et du coup là j'ai dormi 10 heures. La soirée juste avant, j'avais mangé donc du fromage pasteurisé. Et j'ai pu voir ça, dès que je mange par exemple des produits laitiers pasteurisés, même s'ils sont de bonne qualité, eh bien, j'ai 2, 3, voire 4 heures de sommeil en plus sur la nuit directement. Alors même que je suis pas forcément fatigué après digestion, que je me sens en forme, que je trouve le goût bon, enfin voilà, que j'ai pas Hmm. d'autres signes, si ce n'est par contre une sueur très acide. euh, ouais, une sueur très acide aussi pour le coup. D'accord, donc tu me dis que lorsque tu manges des fromages pasteurisés, tu Ouais, remarques une sueur plus acide et en plus un besoin de sommeil augmenté. ouais. D'accord. Alors, moi, j'ai pas cette expérience avec le fromage pasteurisé. C'est vrai que j'en mange pas souvent. Je préfère quand il est non pasteurisé, naturellement. Question de goût. Mais moi, je le remarque par exemple avec l'alcool. Quand je consomme de l'alcool avant d'aller dormir, mon sommeil doit
est nécessairement beaucoup plus long. J'ai besoin de plus dormir et si je respecte pas ce besoin de dormir, je passe une journée à avoir des difficultés même d'élocution. Et oui, je ne dis pas que j'arrive pas à parler, mais je dis que c'est juste un peu plus dur, les mots viennent moins naturellement, etc. Et donc tout ça, ça s'explique de façon neurophysiologique. Je peux par exemple parler de l'influence des molécules qui ont une action psychogène, psychoactive. L'alcool par exemple, ou le tabac, le café. Ça fait quoi sur le sommeil de prendre du café, par exemple? Le café, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vient déjà perturber la reconnaissance du marqueur Mhm. de sommeil, de besoin de sommeil. Donc déjà, ça fausse un peu ton mécanisme. Ton mécanisme a besoin de savoir quand il faut aller dormir. Et si tu lui dis, si tu lui caches des informations, eh ben, il ne va pas pouvoir s'adapter en fonction de tes besoins. La Donc nicotine. ça veut dire quoi concrètement? Si je bois du café, mon cerveau il oublie qu'il a besoin de dormir. Voilà, tu lui caches Mais il a besoin quand même l'information. de dormir. Bien sûr qu'il en a besoin. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement en termes de Eh ben, conséquences? tu augmentes ta dette de sommeil. Tu augmentes ta dette de sommeil, mais ton corps n'est pas au courant. Oula, donc ça crée quoi ça? Un mensonge. Et donc, du coup, tu vas dormir comme tu crois que tu en as besoin, mais en fait, tu en as besoin de plus. Donc tu as une dette de sommeil. Ça crée des dettes de Ça sommeil? peut. Ça peut créer des dettes Ouais. de sommeil. Il y a d'autres molécules comme ça, comme peut-être dans le chocolat, peut-être dans le matcha, Ah bah tout ce qui est théine et machin, oui, dans le dans le thé matcha, bah, aussi. c'est des molécules, oui, sont similaires en termes de, elles viennent masquer l'adénosine. Mais donc si on veut éviter d'avoir de la dette de sommeil, Bah faut boire son café le matin et peut-être pas le soir. d'accord. Mais est-ce que aussi on ne devrait pas aussi s'écouter et dormir quand on en a besoin? Ah ça ce serait idéal bien sûr. Et est-ce que, par exemple, moi je sais que j'y arrive, est-ce qu'on peut tous le faire moi, c'est ce que je faisais par exemple quand j'avais un boulot où je devais travailler. En fait, comme j'avais plus assez de temps pour vaquer à mes recherches, parce que j'avais pris un travail à l'époque, et j'avais l'habitude moi, d'avoir du temps Alors pour faire ce que je veux. Et du coup, j'ai dit, je vais dormir 3 heures par nuit et je vais rajouter une sieste. Et je me rappelle que les premiers jours, en fait, à la pause de midi, je me couchais comme ça, avec de la musique dans les oreilles, et j'essayais de dormir, j'y arrivais pas du tout. Et au bout de 4 jours, 4-5 jours, je m'asseyais et boum, je rentrais dans des rêves très profonds, et je me réveillais 13 minutes exactement plus tard, ou 12 minutes 30, réveillé, mais avec toujours cette impression d'avoir dormi 1 heure. Et ça, si moi je l'ai fait, est-ce qu'on peut tous le faire? Est-ce que c'est possible ça? alors est-ce que tu sais que dormir d'une traite, c'est-à-dire un sommeil monophasique, Ouais. c'est tout récent. Euh, oui. En fait, nos ancêtres, quand tu regardes des écrits de l'Antiquité et du Moyen Âge, on dormait en plusieurs phases, c'est-à-dire qu'on coupait notre sommeil, on entrecoupait Biphasique. notre sommeil. Par exemple, la chanson de Frère Jacques, Sonner les matines, qu'est-ce que c'est les matines? Eh ben, les matines, c'est un office qui se passe entre minuit et 1 heure du matin. D'accord? Il y a une réforme de l'Église à un moment qui a vraiment, elle a instauré des horaires pour certains offices de prière. Et ça découpe la journée. Et les matines, c'est celles qui sont pendant la nuit. Et donc, il était usuel, au Moyen-Âge ou même dans l'Antiquité, de dormir en plusieurs phases. Typiquement, en absence d'électricité, on ne va pas dormir au moment où le soleil se couche. Ça n'existe pas, puisqu'il faut laisser le temps à la mélatonine en fait, de monter. La mélatonine, c'est une hormone de sommeil qui va donner le feu vert du sommeil. Et celle-là, elle est dépendante de la lumière bleue. À partir du coucher du soleil, en absence de lumière artificielle, cette mélatonine est sécrétée dans ton corps et augmente en concentration. C'est celle de notre téléphone, la lumière bleue. Le téléphone, c'est un mix de 3 lumières, c'est rouge, vert, bleu. Et cette lumière, d'ailleurs, on peut la couper maintenant. Il y a sur le téléphone ou les ordinateurs, maintenant, il y a l'option mode nuit. Mais en fait, ça enlève la lumière bleue. Donc notre téléphone, il a l'air orange. En fait, c'est vert et rouge. C'est une nuance de vert et de rouge. Et donc, cette lumière bleue, en absence de lumière bleue, donc à partir du coucher du soleil, on commence à créer de la mélatonine. Et le temps que la mélatonine s'installe et fasse toute sa cascade hormonale, c'est une préparation au sommeil. Ah oui, il faut dire aussi que le foyer, les bougies, ça va pas influencer. C'est 2% de lumière bleue, non?
c'est très faible. Ouais. Effectivement, c'est très faible. Alors que les Euh, LED et tout, c'est les- 100% presque. je veux dire, en termes de pourcentage, je veux dire, sur le spectre total lumineux, ça a une grande partie. Mais par exemple, les lumières incandescentes, les lampes incandescentes, elles ont très peu de lumière bleue comparée à d'autres. Et je crois que le top, pour éviter la lumière bleue, c'est vraiment le feu et la bougie. Oui, oui, bah, bien sûr, bien sûr. Puis ça a une luminosité à faible portée. Hmm. On est dans des ambiances tamisées lorsqu'il y a un feu qui éclaire une pièce. Et On devrait tous s'éclairer à la bougie. je dis pas ça non plus, mais pour la qualité du sommeil, sans doute. Ah oui, ça améliorerait la qualité du sommeil Le soir, si, en tout cas, oui. si à partir de 20 heures, on se mettait tous à brûler des bougies. Ouais, il y a d'autres solutions peut-être, Quelle solution? mais il existe des lumières qui n'éclairent pas dans le bleu. Si vous allez dans votre magasin de lampes, vous pouvez demander spécifiquement le spectre de votre ampoule, Ouais. le spectre lumineux. Moi, j'ai mis ça dans mon salon. Et du coup, Lumière j'espère orange. que tu l'allumes le soir. Ouais. Et ça doit t'aider à dormir. D'accord. Donc pour mieux dormir déjà le soir, il y a cette petite technique, Mhm. c'est d'éviter les lumières bleues. On sait aussi que les gens qui font beaucoup d'ordinateurs, ils aiment bien porter, surtout le soir, des lunettes filtrantes. Ouais, anti-lumière bleue. Oui, puisque ça, en fait, ça va filtrer le bleu et donc du coup, la mélatonine le soir va pouvoir monter. Donc il y a deux contrôles de cette hormone, la mélatonine. Il y a un contrôle interne et un contrôle externe. Et si on fait pas ça? Par exemple, si je regarde mon téléphone, je fais très souvent, après minuit par exemple. Eh ben, tu vas diminuer la quantité de mélatonine sécrétée, d'accord? Et tu vas diminuer la qualité de ton sommeil. Parce que l'hormone mélatonine, elle est en amont de toutes les cascades hormonales. Par exemple, dans ton introduction, j'ai noté que tu as parlé de la croissance. Ouais, Tu as la eu des croissance. retards de croissance. Ouais. En fait, le sommeil, en début de nuit, les deux premières phases du sommeil, les deux premiers cycles pardon, du sommeil, sont les plus importants en termes de récupération physique. C'est là où va être sécrétée la plus grande partie, la majorité, presque le trois quarts de ton hormone de croissance. Oh. C'est la nuit que travaille l'hormone de croissance. D'accord? Avoir des problèmes de sommeil, ça influence ta sécrétion d'hormone de croissance. Avoir une mélatonine tronquée, ça influence ton hormone de croissance. Donc, et d'autres hormones, bien sûr, mais l'hormone de croissance est sécrétée dans les premières heures de sommeil. C'est pour ça qu'on dit que souvent, dormir après 1 heure du matin, ça sert presque à rien. En fait, ça fait référence à ça. Souvent, notre cycle interne, on a des cycles biologiques toute la journée qui s'enchaînent, et ils sont modifiables. C'est ce qu'on ressent quand on fait un voyage, on est jet-lagué. Mhm. C'est nos cycles internes qui sont plus en phase avec la lumière du jour. Ok. Si tu te décales de 8 heures, eh ben, tu vas avoir envie de dormir à 8 heures Ouais. avant que le soleil se couche. Ah oui, Et donc petit à petit, en fait, ça va c'est la production de se mélatonine. réguler. C'est la mélatonine, ça. Mais du coup, c'est pour ça que moi, si je suis habitué par exemple à m'endormir à 22 heures, si je regarde mon téléphone à 21h30, est-ce que ça va vraiment influer sur la production de mélatonine? Oui. Oui, la mélatonine commence à monter vers 17, 18 heures, Donc ça quand va le décaler. soleil commence à devenir un peu plus rose-orangé, et ça monte, et normalement, le pic est avant 2 heures du matin, clairement. Minuit, Donc c'est le gros pic de mélatonine. si je regarde mon téléphone ou que je suis exposé, par exemple, je me rappelle, parfois je faisais du football jusqu'à minuit avec les néons à fond. Il aurait fallu que je joue avec des lunettes. Des lunettes qui filtrent le bleu, peut-être, ouais. Parce que qu'est-ce que ça dit à notre corps? Ça dit qu'il fait jour, Voilà. et donc ça retarde l'endormissement. Ah, mais ça empêche la sécrétion de mélatonine. Oui, mais alors, donc en empêchant cette sécrétion, mais du coup, quand est-ce que parce que le corps a besoin de sécréter ça? Bien sûr, il le fait. Eh ben, il recommencera le lendemain. Ah, donc ça crée des dettes de sommeil. Exactement. Et par exemple, les travailleurs de nuit. Ah, les travailleurs de nuit, ils ont une espérance de vie bien plus diminuée que la population normale. C'est parce que, sans doute, on leur dit pas comment compenser tout ça. Il y a des techniques pour compenser ce décalage, ce déphasage. En fait, le corps, naturellement, nous sommes des animaux diurnes. Les humains, on est faits pour vivre le jour. Et au contraire, par exemple, des rongeurs. La plupart des rongeurs, ils sont faits pour vivre la nuit. Donc eux, ils n'ont pas de problème de mélatonine. Donc si on est soleil. un rat, un rat, il est en antiphase jour-nuit, effectivement. Mais nous, êtres humains, c'est vraiment le jour. Nous, on est des animaux du jour. S'exposer à la lumière au moment où tu dois dormir, ça va influencer tes taux de mélatonine et tu vas réussir à dormir. Bien sûr que tu vas réussir à dormir. Mais un Mais sommeil. ta qualité sera dégradée. Tu auras moins de mélatonine, tu auras moins d'hormones de croissance, tu auras moins de réparation tissulaire, etc., etc. Donc par exemple, typiquement, je suis un grand sportif.
je me dois finalement, à partir de 20 h, voire 18 h, arrêter la lumière bleue, si je veux maximiser au maximum ma récupération. Oui, Je vais m'éclairer à la on bougie, va dire que dès 3-4 heures avant de prévoir son sommeil, 3-4 heures. il mieux vaut... Oui, c'est le temps que la mélatonine monte, ouais. Donc, il faut ouvrir des bouquins avec une petite lumière à spectre non bleu, quoi, c'est ça. Ouais, ou alors si tu as besoin de travailler, tu peux acheter des lunettes, Ah, des lunettes qui filtrent le bleu, il n'y a pas de problème. Hmm. Donc, on peut quand Ça même aide, scroller sur son téléphone, mais avec les bonnes lunettes. en tout cas ça va aider. C'est sûr que s'il n'y a plus d'écran du tout, je pense que c'est encore mieux. Parce qu'il Ouais. y a d'autres mécanismes qui viennent Ah, influencer l'endormissement. Est-ce que tu t'es déjà retourné des heures et des heures dans ton lit avec des pensées parasites? alors, ça m'arrivait avant, j'avais ça tout le temps, le petit vélo dans la tête, et du jour au lendemain, quand j'ai arrêté de manger tous les aliments du supermarché de mauvaise qualité, du jour au lendemain, j'ai eu le petit vélo qui s'est arrêté et j'avais plus ces pensées en fait. Mais je pense que en fait, les aliments, sans doute une porosité intestinale, j'avais des problèmes de digestion et du coup ça crée de l'inflammation et du coup je pense que ça jouait un peu comme toi quand tu disais avec l'alcool, tu n'arrives plus à parler. Moi, j'arrivais plus à réfléchir, j'avais un brouillard mental, j'avais un brouillard dans la tête et aussi un cerveau qui partait dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est pour avoir discuté avec certaines personnes qui avaient des comportements autistiques, en fait, le fait d'avoir modifié leur alimentation joue énormément sur ça. En fait, il y a une diminution de ces symptômes-là. Et c'est vrai que pour moi, ça a été mon cas quasiment du jour au lendemain. Pouf, j'ai plus le petit vélo. Donc aujourd'hui, je peux m'endormir en 20 secondes. Alors qu'avant, c'était 3-4 heures. Et ça a été grâce à l'alimentation pour le coup et aussi aux techniques des cycles. Donc je pense on va parler plus tard. C'est-à-dire que le sommeil, comme tout, comme j'expliquais sur les siestes où je m'endormais en 15 minutes, c'est un apprentissage. On peut apprendre à dormir vite. Et ça, je pense que tu as fait des petites recherches sur Oui, ça. oui, il y a tout un pan de la formation qui se traite là-dessus. En fait, Mais l'endormissement, c'est une sorte de cocktail avec plusieurs facteurs. Et il y a plusieurs solutions pour s'endormir. mhm, Hein. Si on est très très fatigué, bien sûr qu'on va dormir. Mais si tu as des pensées parasites, si tu as une anxiété ou si tu as des douleurs, ce sont des facteurs qui vont peut-être t'empêcher de t'endormir rapidement. mhm. D'accord? Donc toi tu parles d'inflammation, ça peut jouer Ah, effectivement sur la qualité de l'endormissement ou la vitesse de l'endormissement. Le cycle aussi. Moi mes parents ils me disaient petit, le marchand de sable il va passer. mhm, Eh ben cette culture populaire, elle a une signification biologique bien, bien moins anecdotique que ce que ça en a l'air. Le marchand de sable, de Bonne Nuit les Petits, là, il faut attendre qu'il passe pour pouvoir aller dormir. Mais il se trouve que oui, notre corps, il est cyclique. On a des cycles. C'est ce qu'on appelle des cycles de vigilance. La journée, on les sent. Ça veut dire qu'il y a des moments où on va piquer du nez et une heure après, on va être concentré. Oui, mais dans ce cas-là, ce qu'on dit souvent, prends un café ou secoue-toi un peu, Ou on va fumer une réveille-toi. cigarette. Effectivement, Ouais. la cigarette joue directement sur le cycle de la vigilance. L'alcool aussi va influencer la détection du cycle de vigilance. Le café est un psychostimulant. Il n'est pas que cacheur de... Il cache pas que l'adénosine. Il a aussi un effet en soi qui est stimulant. Les stimulants, au sens propre, enfin, les molécules stimulantes, vont modifier le cycle de la vigilance. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Le cycle de la vigilance, ce sont des variations dans le cerveau de concentration de molécules qui sont éveillantes. Et le sommeil, c'est l'arrêt de l'éveil. Hein. Quand on s'endort, c'est parce que l'éveil n'est plus mécaniquement là. J'ai envie de dire que le sommeil est notre normalité. Et lorsqu'on relâche la pression, on s'endort. Mais en fait, le mécanisme actif, c'est celui de l'éveil. On est éveillé activement et passivement, on s'endort. D'accord? Le sommeil du juste, ça veut aussi dire quelque chose. Qu'on n'a rien à se reprocher, à faire ou à penser ou à prévoir, on s'endort facilement. Pourquoi? Parce que c'est naturel de s'endormir. Ce qui n'est pas naturel, c'est de maintenir l'éveil de façon artificielle. Et nos sociétés modernes nous demandent souvent de maintenir l'éveil. Ça peut être l'exposition lumineuse, mais ça peut être aussi j'ai besoin de finir ça avant d'aller me coucher. Et bien ça demande des mécanismes actifs. C'est pour ça qu'on va prendre du café, c'est pour ça qu'on va se mettre de l'eau sur la tête ou des trucs comme ça. Et donc, ce mécanisme d'éveil, il peut être maintenu sans qu'on s'en rende compte.
un stress, de l'anxiété, le stress et l'anxiété vont influencer ces mécanismes d'éveil et les forcer. Mais c'est là où, est-ce que forcer justement, par exemple, j'ai un coup de barre à midi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me forcer ou justement dormir? Alors, le corps ne recommande pas de se forcer. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon, c'est quoi les conséquences? Oh, De par exemple elles de sont prendre un minimes si c'est fait une fois. oui, mais si tous les jours, je prends 5 cafés à chaque fois que j'ai un coup de barre. Pas grand monde l'a étudié. Faire des études sur le sommeil sur l'humain, ça peut être compliqué. Et j'imagine que les vendeurs de café ne l'ont pas étudié. Ouais, je pense que si, justement. Tu Ouais, sais mais ils que l'ont peut-être pas publié alors. ceux qui ont fait le plus d'études sur l'addiction au tabac, c'est les vendeurs de Ah oui? nicotine. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils publient toujours leurs résultats? Bien sûr. Même quand ça va contre eux? Je ne vais pas parler de ça, parce que on s'éloigne du sujet et puis c'est un peu touchy. Ok, ok. Mais parce que moi j'ai plusieurs expériences comme ça où effectivement avant je me forçais et maintenant quand j'ai un coup de barre ou quoi, je rentre dedans. Voilà, j'imagine tu fais des mini-siestes. Des mini-siestes, de même je me pose en fait et pendant 4 minutes ou 5 minutes, bah, je ferme les yeux ou juste j'arrête de penser, j'arrête de faire ce que je fais et je suis bien. Alors, donc je vais essayer d'expliquer rapidement. Et des fois je tombe vraiment en sommeil profond aussi. Ah, Mais pour 10 minutes, 5 minutes. Non, souvent c'est 3-4 minutes même. dans un cycle de sommeil, il y a plusieurs phases de sommeil. Il y a le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, Mhm. en gros. Même si scientifiquement on distingue 5 stades. Mhm. Là, j'en ai cité que 3. C'est parce que le sommeil léger et le sommeil profond ont 2 stades. C'est en fonction de marqueurs biologiques un peu particuliers. Il se trouve qu'un cycle de sommeil dure en moyenne 1 heure et demie, Ah ouais? avec des variations interindividuelles, mais Ok. 90 minutes. Et il se trouve que le cycle de vigilance, c'est aussi 90 minutes. C'est-à-dire que vous, dans votre journée, vous devez sentir que si vous avez un pic d'activité, normalement, 90 minutes plus tard, vous aurez un autre pic d'activité. Mais 45 minutes au milieu, il y a un moment où il y aura un creux. C'est un creux. Et dans ce creux-là, Faut pas se forcer alors. il faut attendre 5-10 minutes. Il faut se mettre en position calme et ça va passer, ça va attendre tout seul. C'est Ouais. tout à fait normal. Ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant Tu peux longtemps. faire des micro-siestes aussi pour amplifier ce phénomène. Ah oui, pour amplifier, donc pour améliorer encore la récupération. Oui, oui, oui. Ça veut dire que là, en fait, ton cerveau est en transition de phase. D'accord. Donc tu as moins de molécules d'éveil qui sont là. Tu laisses faire et ça va revenir tout seul. Donc, moi, l'idéal, ce serait, par exemple, je sais pas, je vais au sport, je vois que j'ai un pic dans, je sais pas, dans 45 minutes, mais que là, à ce moment-là, je suis dans une baisse, bah, j'attends un peu, je me pose 5 minutes, puis j'y retourne. Alors j'espère que tu n'es pas en plein match et que Oh, ton entraîneur, s'il compte sur toi, tu vas te forcer un non, peu. je Non, mais parce qu'on est capable de s'adapter. on est capable de Surtout la s'adapter, journée. surtout la journée. En fait, Mhm. sauter un creux, c'est pas du tout grave. D'accord. Hein. Mais c'est On est peut-être capable de faire des activités qui durent 3 heures et rester concentré. pendant Surtout le 3 matin. heures. Surtout le matin. Surtout le matin. Ouais, ouais. D'accord. Mais plus on arrive vers le soir, plus les creux vont être plus intenses. Et pour revenir à Bonne nuit les petits, c'est ces creux-là qu'il faut viser pour avoir un endormissement rapide. Pour les enfants aussi. Pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je couche mon enfant à 21h, il veut pas dormir du tout. L'idéal serait de continuer les activités et d'attendre, par exemple, 40 minutes. Des activités calmes alors. Ça dépend en Des fait. activités Ça calmes. dépend du cycle. Et un enfant, ça va être difficile à deviner. Mais eux, ils le ressentent. Alors ils le ressentent. Si tu le vois bâiller, c'est peut-être le moment d'aller au lit. Mais c'est peut-être déjà trop tard, hein, parce que entre se brosser les dents, prendre la douche, le cycle va peut-être passer. Enfin, ce creux. Parce que ce creux dure combien de temps? Le creux dure entre 15 et 20 minutes. Donc on n'a pas. Moi, je sais que quand par exemple je suis habillé, voilà, je suis en train sur l'ordi, que je commence à bâiller, je sais que là, aller m'endormir tout de suite, ça risque d'être compliqué parce que je me suis pas préparé au sommeil, je me suis pas douché, je me suis pas lavé les dents, je me suis pas. Bah, c'est vrai que rater son cycle, s'endormir en pic de cycle et non pas en creux, en fait, c'est tronquer. Même si tu arrives, il y en a qui arrive à s'endormir. Ah, moi, j'arrive à m'endormir aujourd'hui. Mais tu vas tronquer ton premier cycle de sommeil, ton premier cycle, et c'est dans ce premier cycle que tu vas avoir la plus grande phase de récupération physique, notamment avec les pics de croissance, les pics d'hormones de croissance. Ça, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Ça, c'est que quand je rentre dans mon cycle, donc En début de cycle, bah, au bout de 4 heures de sommeil,
voire parfois moins. Si je me couche plus tôt, par exemple à 22h, 23h, au bout de 3h20, 3h30, je vais me réveiller naturellement, en pleine forme, et toute la journée, j'ai absolument pas besoin de faire une seule sieste ou quoi que ce soit. Je suis en pleine forme. Aussi enfin voilà, j'ai une belle peau, je suis en forme, je digère bien. Pour le sport, je peux enchaîner. Par contre, si je dors au milieu d'un cycle, et par exemple, et ben, je vais dormir 6 heures, bah, au cours de la journée, je vais avoir besoin de faire une petite sieste ou de me poser un peu. Et je vais voir aussi que je suis pas aussi en forme. Hmm. Et plus ce premier cycle, je vais le tronquer, et plus il va me falloir, j'ai l'impression, de temps de sommeil. Et ça, c'était un papier que j'avais lu de l'ECAP de Nantes. Donc, je crois qu'ils ont fait des recherches sur le sommeil, où ils expliquaient qu'on a ces cycles-là et donc il faut les prendre en compte. Et qu'on pourrait tous potentiellement dormir beaucoup moins si on se couchait au bon moment. Et surtout si on se réveille aussi en fin de cycle. Ça, c'est une chose, voilà. Le truc, c'est que au début, je l'ai expérimenté, donc ça a changé ma vie. Mais au bout de 6 mois, ça marchait plus du tout, parce que je me suis rendu compte que ces débuts de cycle changeaient, se Et modifiaient, c'était décalé. c'était décalé en fonction de la saison. Et Bien lorsque sûr. j'ai fait de nombreux voyages, donc j'ai traversé l'Europe, voilà, en voiture, chaque jour faire 500 km, je me rendais compte que mon cycle se déplaçait parfois par jour de 30, 40, 50, voire 1 heure à chaque fois, mais que si à chaque fois je regardais l'heure, par exemple du coucher du soleil, je me couchais en fonction de ça, et bien à chaque fois je dormais super bien. D'accord. Malgré du coup le jet lag, il n'y en avait plus. Alors, donc, le corps, il subit des cycles biologiques et il y a un cycle, c'est ce qu'on appelle les cycles circadiens, c'est les cycles Mhm. d'alternance de 24 heures jour-nuit. Et cela, on a montré que si on met un humain dans une cave Ouais. décalée du sommeil, ce cycle naturel dure 23h30. Ça veut dire que si on ne s'expose pas au soleil, petit à petit, on se décale de la réalité qui nous entoure. Donc le matin, il faudrait aller au soleil au Voilà. maximum, quoi. Et c'est ce qu'on préconise d'ailleurs quand Ouais. quelqu'un traverse l'Atlantique et qui va être jetlagué, il faut s'exposer au soleil pour donner le signal au corps que là on a une autre phase. Le soleil ne se couche plus à la même heure et qu'il va falloir se recaler. Et recaler ces cycles, c'est essentiel pour que ensuite tout le corps puisse fonctionner. C'est un peu le chef d'orchestre, hein, le cycle circadien. Et les cycles de vigilance, eux, ils sont plus courts, vraiment plus courts que les cycles circadiens. Cycle circadien, c'est autour d'un jour. Et on parle pour les cycles de la vigilance de cycles ultradiens, c'est-à-dire sous un jour. Et il en existe plein des cycles ultradiens. Et ceux qui durent 90 minutes, notamment donc les cycles de sommeil et les cycles de vigilance, euh, sont sujets à des décalages. Quels sont les types de... Qu'est-ce qui va décaler nos cycles? Eh ben, on a déjà parlé des psychostimulants, ça peut décaler nos cycles. D'accord? Parce qu'en fait, il y a une hypothèse que j'aime beaucoup sur les cycles ultradiens sont les- ce qu'on appelle le DUO, donc dopaminergique ultradian oscillator, dopaminergique pour le système dopaminergique dans le cerveau, celui qui est impliqué dans l'éveil. Hein, euh, booster sa dopamine, c'est ne pas aller dormir. Les drogues psychostimulantes agissent souvent sur Quelle drogue? la cocaïne, par exemple, D'accord. Ok. vont jouer sur le taux de dopamine dans le cerveau. Ok. Euh, Ah, donc on- vous la l'augmentez. dopamine, elle est connue pour être la molécule du plaisir. Alors, moi, j'aime pas dire que c'est la molécule du plaisir, c'est plutôt une molécule qui va trouver des cohérences et qui va anticiper les choses. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui nous fait plaisir, on le sauvegarde. Et voilà. Après, ça, Donc quelqu'un qui c'est prend à de la débat. cocaïne, il sauvegarde les souvenirs. Bah ouais, mais faux. Artificiel. Mhm. Puisque la cocaïne est forcée, la dopamine est forcée par la cocaïne. Alors que nous, naturellement, lorsqu'on va manger quelque chose de bon, qu'on a besoin, on va sécréter de la dopamine et ça va signaler au réseau de neurones que c'est un comportement à réitérer. Parce qu'il est bénéfique pour nous. Mhm. D'accord? Alors que quand tu prends de la cocaïne, tu vas artificiellement mettre de la dopamine dans ton cerveau, et donc ça va donner le signal de réitération, alors que c'est plutôt mauvais.
pareil, c'est comme ça que fonctionne l'addiction à la nicotine. La nicotine va agir sur le système dopaminergique. Souvent, dans un creux de fatigue, les gens aiment bien aller se fumer une clope pour se réveiller. Il y en a plein de fumeurs qui te diront ça. C'est parce que ça agit sur la dopamine. Et donc l'addiction et la vigilance sont deux choses différentes, mais qui partagent une même forme de base physiologique, qui est les réseaux dopaminergiques. Bah, je pense on peut finir là. Ouais. Bah, merci pour ta présence et merci aussi pour le travail parce que cette collaboration, bah, je pense que on aura d'autres J'ai appris pas mal de choses finalement, des aspects notamment de la nutrition que je connaissais pas, les effets de la nutrition sur des aspects de la physiologie du sommeil et même du cerveau. C'était très intéressant. Ouais, mais je pense qu'à l'avenir, on va. Parce que moi aussi, j'ai appris énormément de choses, parce que c'est bien d'explorer, d'expérimenter, mais le fait de comprendre, en fait, permet d'aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Et je pense que, bah voilà, de toute façon, à terme, c'est bien de. Moi, je vois un peu bah, le fait de ta formation, le fait de tout ça, un peu comme une machine qu'il faut diriger vers certaines choses, mais que ça abat un travail formidable. Complémentaire au mien qui est d'explorer et de tester et de faire bien sûr des erreurs, hein, Mhm. mais justement grâce à ton travail d'éliminer ces erreurs pour pouvoir avoir quelque chose qui soit reproductible et efficace. Hmm. Bah, Voilà. je te remercie. Bah, merci à toi aussi. Et donc voilà, si vous voulez retrouver plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description où bah, il y aura donc cette formation. Et puis si on a plus d'informations, bien sûr, on les donnera aussi, parce que les descriptions, on peut les changer quand on veut. Tu veux dire que tu vas me refaire travailler sur des aspects que j'aurais peut-être pas explorés? Oui, Voilà, c'est sûr. très bien. Mm.